15 juillet 2020, 33e tutoriel, tutoriel JavaScript, générateur de mots de passe aléatoires. Hop là. Donc là l'idée c'est quoi? J'ai fait juste deux champs. Donc un champ de type number dans lequel tu vas saisir la longueur du mot de passe, ainsi qu'un champ texte après ici, qui est en propriété, qui a un attribut read-only. Donc là tu peux pas le sélectionner, tu peux pas cliquer, tu peux rien faire dedans, théoriquement. Et donc l'idée ici, donc on affiche un title, un mot de passe correct fait minimum 12 caractères avec un mélange de caractères aléatoires, un bon mot de passe fait au moins 16 caractères. Donc en ce qui concerne la force d'un mot de passe, je te recommande d'aller voir ma vidéo, je crois que c'était mon 4e tutoriel où l'on faisait un détecteur de force du mot de passe. Donc l'idée là c'est que hop, par exemple je vais vouloir générer un mot de passe de 16 caractères, donc qui est un bon mot de passe. Je fais entrée et hop, j'ai un caractère, un mot de passe de 16 caractères qui est généré automatiquement dans le champ à côté. Ici j'ai un bouton, donc je peux de nouveau cliquer dans mon champ type number et faire entrer. Donc ça va me changer le mot de passe à chaque fois. Ou je peux très bien ici, via le bouton que j'ai inséré ici là, cliquer dessus et ça va me renouveler un mot de passe avec donc de 16 caractères. Si je viens ici mettre 20 caractères, on voit qu'il est plus long, donc il y a 20 caractères, et pareil, je peux le renouveler donc pour le modifier s'il ne me plaît pas. Donc ben, c'est parti, hop, je ferme la démo, on arrive là, donc là c'est tout bidon histoire d'avoir un fond. Donc comment ça va se passer? Donc on va avoir besoin d'un fichier CSS. Donc là c'est pour te montrer, pour rajouter le bouton de renouvellement dans l'input type texte. Donc ici app.css. Et donc un script avec l'attribut dfr comme d'hab, app.js ici. Et on va avoir besoin donc juste avant d'intégrer un script, toujours avec l'attribut dfr, que ici j'ai appelé password generator. Donc ça va contenir la classe qui va nous permettre de générer à la fois les deux inputs et la logique qui va bien pour générer le password en fonction de la valeur rentrée dans l'input. Donc on est bon. Donc là au niveau du HTML, j'ai juste ma balise main qui va être l'élément parent. Et donc c'est parti. Hop, je ferme le HTML. Je viens dans Password Generator qui est donc ma classe. Et donc classe Password Generator. On va faire un constructeur qui va prendre un parent element. This parent element égale parent element. Ok. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que hop, je vais mettre comme ça déjà. Je vais initialiser donc un objet que je vais appeler characters. Et dedans donc je vais avoir différentes propriétés. Donc je vais avoir uppercase, lowercase, numbers, symbols. Hop, je vais mettre le point virgule là. Symbols qui va être un tableau associatif. Et ensuite, je vais avoir une méthode init ici. Donc uppercase et toutes les autres propriétés, on va faire appel en fait à une méthode qu'on va créer qui s'appellera generate characters with char
code range. Donc en gros, on va lui filer comment dire, une intervalle de nombres qui correspondent à des charcodes. Donc par exemple, pour les lettres majuscules, ça va du charcode 65 au charcode 90. Ensuite, hop, on va dupliquer ça. Pour les lowercase, ça va du charcode 97 à 122. Pour les numbers, ça va du charcode 48 à 57. Les symboles, on va faire un spread operator parce que c'est divisé. Donc ça va du code 33 à 47. Ça va également, hop, tac, je vais copier ça, tac. Ça va également du code 58 à 64. Ensuite, ça va du code 91 à 96. Et enfin, du code 123 à 126. Donc là, en fait, on utilise le spread operator parce que ça nous permet en fait de... Là, j'ai un tableau à chaque fois. Ça me permet de récupérer les éléments de ce tableau et du coup de les intégrer dans mon tableau symbols. Donc à chaque fois, j'intègre les différents éléments contenus dans ces tableaux-là pour les merger dans un seul tableau qui est contenu dans la propriété symbols. Donc ensuite, je vais venir dans init. Hop. Donc ma méthode d'initialisation qui est appelée quand on crée l'instance de cette classe. Je vais faire un destructuring ici. Donc upperkeys, lowerkeys, numbers, symbols. Donc qui sont contenus dans ma propriété characters. Et du coup, je vais rajouter une propriété à la volée, donc que je vais appeler all dans cette propriété characters, qui va être pareil, un destructuring de ces différents tableaux. Donc upperkeys, lowerkeys, numbers et symbols. Donc là, à présent, si je fais un 10 characters all, donc un log de ceci, je devrais avoir un tableau contenant l'ensemble de tous les caractères. Donc pour voir ceci, ce qu'on va faire, on va aller dans le fichier app.js, on va faire une nouvelle instance de password generator. On a dit que ça prenait un objet, donc avec une propriété parent element, et on a dit que notre parent c'était notre élément main du DOM. Tac. Donc maintenant, si je viens voir dans ma console, ah bah oui, j'ai pas encore créé, hop là, j'ai pas encore créé, déclaré cette méthode là. Donc je vais descendre dans mon code. Et donc cette méthode là, qu'est-ce que je fais? Donc elle prend un charcode de départ, un charcode de fin. Donc on va appeler start, end. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un array end-start plus 1, donc qui prend le nombre d'éléments au total entre ces deux valeurs. On vient fill, donc à ce moment-là précis, on va obtenir en fait le nombre d'éléments ici en valeur undefined. Donc admettons que ici il y en a 10, que ça donne 10, et bien on va avoir 10 éléments undefined dans ce tableau. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut pas des éléments undefined, on veut du coup des caractères. Donc du coup on va faire un map. Ici le premier paramètre on s'en fiche.
Nous, on veut l'index. Et du coup, on va faire, hop, on va retourner string from charcode. Donc on va créer un caractère à partir du charcode. Et on fait start plus index. Tac. Voilà. Et donc à présent, si on vient, hop là, ici, qu'est-ce que tu peux voir dans la console? On a bien, donc, tac. Donc qu'est-ce qu'on demandait? On demandait ici que characters all, donc ce tableau là de 94 caractères, qu'il ait en tout premier lieu les uppercase, les lowercase, les numbers et les symbols. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les uppercase, les lowercase, les numbers et les symbols. Sachant qu'ici, là, dans le cas présent, j'ai pas inclus en fait les caractères avec diacritiques. Hein. On pourrait avoir des A avec des accents, des E avec des accents, des I tréma, enfin bref. Je les ai pas inclus ici. J'ai juste fait avec les lettres de l'alphabet sans diacritiques. Donc, je vais remonter dans mon code. Tac. Tac, je reviens là. Donc à présent, on a vu que ici thisCharactersAll contenait l'ensemble des caractères générés. On va supprimer ce console log. Et ce que je vais avoir besoin de faire moi sur ma page, c'est de générer les deux champs, donc le champ de type number et le champ de type texte. Donc je vais faire appel à une méthode pour ça, donc que j'ai appelé generateField. Donc en premier lieu, ça va être le type du champ. Ensuite, ça va être son ID, password length input. Et enfin, ça va être le label, longueur du mot de passe. Je vais générer un second champ qui sera donc un type texte. Hop. Qui aura comme ID password generated. Et enfin, mot de passe généré comme label. Donc là, au niveau de notre méthode init, hop, un petit saut de ligne là, on en a fini. Donc je vais pouvoir la réduire, tac, et on va venir du coup, je fais appel à elle ici, donc je peux le mettre là, on va respecter l'ordre. Donc generate field. Generate field, en premier argument, il a l'input type, ensuite il a l'input ID, et enfin le label, donc j'ai mis label texte. Donc, moi comment je procède? Je vais créer en fait un élément fieldSet qui va donc englober mon label et mon input. Donc, fieldSetElement égale document.createElement fieldSet. Ensuite, je vais créer un élément label. Le HTML for, donc l'attribut for qui, pour rappel, doit être équivalent à l'ID de l'input pour qu'il soit techniquement lié, donc input ID, et le texte de ce label qui est donc label texte. Hop. Ensuite, je vais venir créer mon input. Cet input, son type, ça va être input type. Du coup, hop, tac. Et son ID, ça va être input ID. Ensuite, je vais mettre une condition ici. Si input type est égal à texte, donc c'est-à-dire que c'est mon
mon deuxième champ ici, eh bien, je vais lui dire input.readOnly égale true. Donc, si c'est texte, je lui mets un attribut readOnly. Si c'est number, je lui mets pas. Ensuite, je vais créer un élément bouton. Button type égale button. Je veux pas que quand je clique dessus, il me fasse une soumission de formulaire. Donc je lui mets un type bouton. Et je vais lui mettre donc un emoji ici. Qui a pour code un F504. Tac. Ensuite, ce bouton, je vais lui mettre une écoute d'événement. Donc sur un événement de type click. Ici, je vais faire une déstructuration de l'event. Je vais récupérer la current target. Parce que j'ai pas besoin du reste pour mon traitement ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais venir ici, moi. Tac, je descends mon code. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais récupérer la length qui aura été saisie dans l'input team number. Donc là, au lieu de travailler avec un ID et tout, on va travailler avec les propriétés du DOM. Donc déjà, je vais convertir la valeur qui aura été saisie dans le champ en nombre. Et donc la valeur, on la récupère comment? Donc là, attention, va falloir suivre. Donc current target, donc là c'est le bouton. Je vais sélectionner le parent element de ce bouton, donc c'est-à-dire le field set. Je vais du coup sélectionner l'élément précédent ce field set, donc ça va être l'autre field set, le field set de l'input type number, parce que là, pour rappel, le bouton, en fait, il est enfant du field set qui contient l'input type texte, donc c'est-à-dire du deuxième field set, et non pas du premier. Donc là, en fait, avec previous element sibling du parent element, mais en fait, on va venir chercher le premier élément field set. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dans ce premier élément field set? Eh bien, vu que l'input, c'est le dernier élément du field set, on veut le last element child. Donc là, on obtient du coup, à ce moment-là, on a notre input team number. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est sa value. Donc là, je peux comprendre pour un débutant que ça soit du chinois. C'est entre la déstructuration que je fais là, et après je joue avec des propriétés du DOM. Mais justement, c'est intéressant de voir ça, parce que dans certains cas, avec le dynamisme, c'est intéressant de connaître ça, quoi. Et donc, ensuite, petite condition, if length est inférieur à 12 ou length est supérieur à 30. Donc là, en gros, on veut que l'utilisateur il saisisse une valeur entre 12 et 30 caractères. Ça sert à rien d'aller au-dessus de ça. Déjà à 20 caractères, il faut savoir qu'à 20 caractères, avec un password généré comme on le fait, c'est déjà un password très très fort. Donc, enfin voilà, ça sert strictement à rien de vouloir mettre 255 caractères, par exemple, quoi. Et donc, si c'est le cas, donc on est en dessous de 12 ou au-dessus de 30, on return. On continue pas, on ne fait pas la suite du code. Et du coup, ici, je vais stocker le password input. Donc c'est égal à la current target .parent element .last element child. Hop là. Donc là, le truc, c'est que le bouton, on va le faire apparaître avant l'input, ici. Parce que là, on va le faire apparaître avant l'input. Donc, le password input, c'est-à-dire le champ de type texte, ça sera le dernier élément du field set. Donc du coup, je viens récupérer le parent du bouton, et donc field set, et je viens récupérer son dernier élément, donc l'input type texte. Ensuite, ce password input,
vais lui donner sa value qui va être 10.generate random password. Donc c'est une méthode qu'on va créer à laquelle on passe la length, donc la valeur saisie dans l'input type number. Enfin, ici, je fais un field set element.appendChild button. Donc là, actuellement, comme je disais, on n'a pas encore donné d'enfant à notre élément field set qui est créé là. Parce que même le label, on l'a pas encore donné en enfant. Donc là, le premier enfant, c'est button. Et après, on va donner comme enfant label et ensuite input. C'est pour ça que ici, last element child correspondra aux inputs dans nos field sets. Donc, si maintenant, si ce n'est pas un input type texte, donc on va faire else, on n'a que deux choix ici. Après, la logique est adaptée en fonction de ton code, ce que tu fais. Moi pour le coup, là, j'ai juste ces deux champs dans la page, donc je procède ainsi, mais à adapter après en fonction de ton code. Parce que tu vas pas mettre que ça dans ta page, donc moi je te donne des pistes. Donc, input.value égale 12. Donc ça, je mets une valeur par défaut à notre input type number, parce que là du coup on n'est plus dans le type texte, on est dans le type number, donc je lui mets sa value par défaut à 12. Je lui mets un title, un mot de passe correct, fait minimum 12 caractères avec un mélange de caractères aléatoires, virgule, un bon mot de passe fait au moins 16 caractères avec les mêmes critères. Voilà. Donc ça à titre d'information. Ensuite, cet input, on va lui mettre une écoute de type key-up. Donc là, ici, on va écouter quand l'utilisateur a tapé sur une touche. Ici, on va faire un destructuring, on va récupérer le key, donc c'est un code de la touche, et la current target. Donc ça, c'est contenu dans l'event, hein, c'est des propriétés de l'event. Moi, je veux que ces deux propriétés. Donc ensuite, je vais faire if key égale enter. Donc c'est la touche entrée, que ce soit la touche entrée, la grosse touche entrée ou la touche entrée du pavé numérique ici. Donc si key est égal enter, on va faire const length égale number. Donc on vient convertir la valeur contenue dans notre input type number en number. On ne sait jamais. Et de toute façon, on récupère, quoique sans faire ça, normalement, on récupère un number. Mais bref, on s'assure, au cas où que ce soit un E par exemple, qui soit saisi dedans, parce qu'on peut mettre un E par exemple. Donc on va faire le même procédé qu'ici, petite répétition de code légère, hop, tac. Et attends, je regarde mon code. Ouais, bah en fait, je me répète là. Ouais, non, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc, const password input égale input point parent element. Donc, on vient... Mais non, mais ouais, c'est différent, qu'est-ce que je dis. Donc là, on veut récupérer le password input. Donc là, on se fiait par rapport au bouton pour le récupérer. Mais là, on se fie par rapport à notre input type number. Donc on va devoir récupérer notre parent element, donc le premier field set. Ensuite, ce qu'on veut, c'est
l'input type text qui est présent dans le second field set. Donc du coup, je viens récupérer next element sibling. Donc là, j'ai le second field set, donc le parent de l'élément input type text. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais l'input, c'est le dernier élément de nos field sets. Donc du coup, je viens chercher last element child. Tac. Donc attention, ne pas taper last child, parce que un node text, par exemple, c'est considéré comme un enfant, tandis que last element child, il vient récupérer les éléments, les tags, les différentes balises. Donc attention à ça. Hein. Et donc, on vient faire un password input.value égale 10.generate random password length. Et tac. Voilà. Donc, à présent, il nous reste plus qu'à... Hop, je viens ici. Ouais, ici. Field set element. .append. Non, je suis juste en dessous. Hop. Parce que là, sinon, j'aurais qu'un seul champ qui apparaîtrait. Donc, append, label et input. Tac. Et enfin, 10.parentElement, donc notre élément main, eh bien, prend comme enfant notre field set element à chaque fois. Donc là, append me permet de pouvoir donner comme enfant plusieurs éléments, et là, append child, un seul. Sachant que tu peux utiliser append juste avec un élément. Hein. Donc, là, maintenant, si j'ai sur ma page, normalement, paf, j'ai mes deux champs. Tac. Sauf qu'ils sont tout moches, ils sont pas beaux. Donc, à la rigueur, on va faire une petite coupure là pour passer sur le CSS. Donc ça va être rapide. Tac, je viens là. Donc ça, c'est juste le style que j'ai donné hop, de base. Nous, on va s'intéresser aux champs. Donc, nos champs, donc on a dit qu'on a des field sets. Pour commencer, je vais leur mettre un border none. Donc du coup, on voit que la bordure du field set est masquée. Ensuite, je vais donner un display flex et un position relative. Ok. Ensuite, label. Je vais donner une margin bottom de 1 rem. Input. Je vais donner un outline none. Donc quand je clique sur le champ, je ne veux pas qu'il y ait d'encadrement bleu. Là, de toute façon, je ne peux pas cliquer dedans. Mais là, je veux pas qu'il y ait d'encadrement bleu autour. C'est le cas. Je vais donner une hauteur de 2 rem. Je vais donner une width de 350 pixels. Un text align center. Et enfin un box shadow 0.5 rem white. Voilà, donc ça nous donne ce petit effet d'ombre autour de notre champ. J'ai pas donné de border radius. Bon, on peut en donner un petit border radius 0.5 rem. Voilà, ça nous arrondit légèrement nos angles. Et donc il me reste plus qu'à gérer le bouton, parce que là on voit qu'il me fout en l'air tout mon truc. Donc button, position déjà, s'il te plaît tu vas te mettre en absolute. Voilà, donc déjà on voit que l'alignement de mes deux field sets est maintenant nickel. Par contre on voit qu'il est positionné là, et nous on le veut pas ici. Donc right 0.5 rem. Paf, il se retrouve ici, nickel. Top 2.5 rem. Paf, il se retrouve là. On va lui mettre un background color transparent. Voilà. Et on va lui donner un border none et un outline none. Tac. Donc là on voit que je suis pas spécialement bien
pas spécialement bien, donc je vais lui mettre à 2.7, 2.8 même. Voilà, et je vais lui mettre à 0.8 peut-être là. Voilà, nickel. Ensuite, je vais mettre la font size à 1.2 REM et le curseur pointeur. Donc là, maintenant, ah voilà, c'est pour ça, hop, c'était la font size, tac, tac, voilà, nickel. Donc là, niveau CSS, on a fini. Donc maintenant, je vais venir au niveau de mon JS, hop, ici, et je vais créer donc ma méthode generate random password qui prend la length. Donc du coup je l'ai appelé moi number of characters et j'initialise la valeur à 12 au cas où. Donc ici je vais faire une déstructuration, keys, numbers et symbols qui est égal à 10.characters et j'ai besoin également de all, donc l'ensemble des caractères. Ici je vais faire un let characters array qui est égal à 10.shuffle. Donc je vais utiliser une méthode shuffle à laquelle je vais passer mon tableau all qui contient tous mes caractères. Ensuite je vais slice, donc c'est à dire que je vais sélectionner une copie de ce tableau, mais je veux pas une copie complète du tableau, je veux une copie qui va du premier caractère de ce tableau jusqu'à la limite, donc de 0 à 12, et vu que 0 est inclus, donc j'aurai 12 caractères ici. Bien sûr par rapport à cette valeur là, mais si la valeur saisie dans l'input type length est supérieure à 12, et bien ici j'aurai, je sais pas moi, 0 à 16, donc j'aurai 16 caractères. Donc ici je vais faire un console log de characters array. Tac, je viens ici, là, et si je fais entrée, on voit this shuffle is not a function, normal. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier directement dans mon code. Hein. Si tu as déjà vu mes précédents tutos, j'en parle, c'est la méthode de Fisher-Yates pour mélanger un tableau. Donc maintenant, hop, tu te copies ça tranquillement. Là, je fais entrée, et là, comme tu peux voir, on a 12 caractères, nickel. Par contre, on n'est pas garanti d'avoir, vu que c'est un shuffle, on n'est pas garanti d'avoir tous les caractères requis, c'est-à-dire un nombre, une majuscule, une minuscule et un symbole. C'est pas garanti. Bon, là après avec 12 caractères, en règle générale, on les aura. Mais bon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se faire une boucle while. Donc, tant que characters array.sum, donc là, sum nous permet en fait de boucler sur les éléments du tableau et de vérifier si au moins un caractère, un élément du tableau est conforme à notre condition. Donc du coup ici, je fais un caractère uppercase.includes character. Donc on va vérifier si le caractère présent dans le tableau est contenu dans notre tableau des majuscules. Donc on va vérifier ça. Ou si, hop, je vais mettre là, si characters array sum character, tac, donc ensuite on va vérifier si
le tableau des nombres contient l'un des caractères présents dans characters array ici, ou pareil, somme caractère, si le tableau des lowercase contient bien l'un des caractères du tableau, ou enfin dernièrement si hop, pour moi characters array contient bien, pourquoi lui, hop, c'est pas 10, contient bien, donc que le tableau des symboles contient bien l'un des caractères générés dans le tableau. Donc à présent, si en fait dans le tableau des caractères générés il n'y a ni, enfin c'est ou, c'est pas et, donc si jamais il manque soit une majuscule, soit un nombre, soit une minuscule, soit un symbole, donc si un de ces caractères est manquant, à ce moment-là, on va faire characters array égale, on se reprend tout simplement ça, hop, on se refait un mélange du tableau all et on slice. Donc en fait, à partir du moment qu'ici on n'obtient pas un caractère de chaque parmi les différents tableaux, on va lancer à chaque fois cette fonction. Mais bon, si on se met un console log ici, relancement de la fonction, on va voir qu'il y a peu de chances que cela arrive. Donc là, je fais entrer. Ah si, c'est arrivé là. Je fais entrer. Et là, tu vois, c'est pas arrivé. Donc là, c'est arrivé 2 fois. Il a relancé 2 fois la fonction pour qu'on ait au final un tableau contenant tous les caractères. Je relance encore une fois. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, il l'a relancé 2 fois. C'est bon, c'est bon. Là, il l'a lancé qu'une fois. Tu vois, c'est très faible les... Soit ça le fait du premier coup, soit ça va te le relancer 1 ou 2 fois. Donc c'est ridicule quoi. Tac. Donc là, on est OK. Donc il nous reste plus que... Tac. On est là. Je vais supprimer ce log. On a notre boucle. Je vais supprimer ce log. Il nous reste plus qu'à retourner characters array. Donc là, on sait qu'à ce niveau-là, il contient au moins un des caractères obligatoires. Enfin, il contient un caractère obligatoire des différents tableaux de caractères. C'est ce que je voulais dire. Et on join, donc on en fait une chaîne de caractères de tous ces caractères contenus dans ce tableau. Donc à présent, on retourne ça. Donc c'est le retour de cette méthode. Et cette méthode, on l'appelle là. Donc du coup, dans this generate random password à laquelle on passe la inf, on récupère ici, à la place de ça, on récupère une chaîne de caractères qui est placée en value de notre password input. Donc maintenant, si je fais ça, tac, tu vois qu'elle apparaît ici. Je vais mettre 20 caractères. Tac, ça apparaît. Je vais mettre 5 caractères, donc qui est inférieur à 12. Donc il ne se passe rien, je return, donc j'ai toujours mon password d'avant. Après avoir, hein, soit en gros quand tu fais ça, tu vides le champ, par exemple, ou tu places un texte dedans, ou tu popes une alerte, tu fais ce que tu veux. Mais là, pareil, si je mets 31 par exemple, je fais entrer, il ne se passe rien. Ça reste toujours comme ça. Par contre, si je mets 30, hop, tu vois que le mot de passe a changé. Donc ça, à toi de voir comment tu gères ça.
Et enfin, dernièrement, donc on a notre bouton ici. Rappelle-toi, on a mis un Event Listener dessus. Donc si je viens cliquer dessus, hop, ça change. Nickel chrome. Donc là, si je mets 20 caractères, hop, ça change. Si je viens faire entrer ici, hop, ça change. Parfait. Donc, on a généré un générateur de mot de passe qui permet à tes utilisateurs, qui te permet de proposer à tes utilisateurs des mots de passe sécurisés d'une longueur de 12 à 30 caractères, donc qui sont d'un level correct à très très fort. Donc voilà, hop, la shuffle, tu te copies ça, tac, generate random password, donc ici pour rappel, on boucle tant que notre tableau des caractères ne contient pas au moins un caractère de chacun de ces tableaux de caractères, donc un symbole, un lowercase, un number et un uppercase. De la déstructuration, de la génération de field, donc là il suffit juste ici de passer le nom, le type du champ, son ID et la longueur, qu'est-ce que je dis, le label. Donc tu peux très bien après rajouter des arguments pour, là j'aurais très bien pu, pour number par exemple, lui mettre un min et un max pour l'input. Donc ce qui fait que du coup, ici là, d'ailleurs, c'est pas un input team number là? J'ai oublié. Input type. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui a été généré? Bon, après on s'en fiche là, ici c'est fonctionnel. Hein. Mais qu'est-ce qui a été généré par curiosité? Ouais, ben j'ai pas le type ici. Bref. En gros, je me suis foiré quelque part là, il me manque le type. Bon, attends. Label, input type, pourtant j'ai là quoi. Ouais, je comprends pas pourquoi il me le met pas, bref, c'est pas grave. Donc voilà, t'as généré tout simplement un générateur de mot de passe. Donc, fin du tutoriel.